Après avoir parlé d'espaces vectoriels et de dimensions finies, nous allons nous intéresser au cas des sous-espaces vectoriels en dimension finie. Nous commençons avec la première proposition. Si E est un KEV de dimension finie et grand F est un SEV de E, alors deux résultats. Premièrement, F est de dimension finie, et la dimension de F est plus petite que la dimension de E. Et enfin, la dimension de F est égale à la dimension de E, si et seulement si F est égal à E. Ce résultat est à rapprocher d'un résultat tout à fait analogue sur les ensembles finis et le cardinal. Vous savez en effet que si grand E est un ensemble fini, alors j'insiste bien, il ne s'agit pas d'espace vectoriel mais d'ensemble quelconque, et il ne s'agit pas de dimension finie mais de cardinal. Donc ce résultat ressemble à celui qui est ici, mais on les applique dans des contextes totalement différents. Donc si E est un ensemble quelconque mais de cardinal fini, alors tout sous-ensemble de E est aussi de cardinal fini, et le cardinal du sous-ensemble est plus petit que le cardinal de l'ensemble. Et deuxième résultat, un sous-ensemble a le même cardinal que l'ensemble, si et seulement si le sous-ensemble est égal à l'ensemble. C'est donc vraiment un résultat tout à fait analogue. Pour démontrer ce résultat, nous allons utiliser un lemme que nous avons démontré à la fin de l'avant-dernière vidéo. Pour cela, nous introduisons grand L, l'ensemble de tous les entiers naturels petit n, pour lesquels il existe une famille libre de grand E de cardinal petit n. Rappel donc du résultat de ce lemme, cet ensemble grand L est majoré si et seulement si E est de dimension finie, et dans ce cas, grand L c'est exactement l'ensemble de tous les entiers de 0 à dim de E. Nous allons donc introduire le même ensemble pour l'espace grand F. Donc, je ne vais pas l'appeler grand L, je vais l'appeler L'. Nous introduisons donc L', l'ensemble de tous les entiers naturels pour lesquels il existe une famille libre de grand F de cardinal grand N. Puisque F est inclus dans E, eh bien évidemment, l'ensemble L' est inclus dans L, puisque toute famille libre de grand F est aussi une famille libre de grand E. Or, grand L est majoré, puisque nous avons supposé que E est de dimension finie. Donc L' est majoré également. Et cela, à nouveau avec le résultat que nous venons de rappeler, cela signifie que F est de dimension strictement plus petite que l'infini. Donc F est de dimension finie. Et donc, l'ensemble L', c'est exactement l'ensemble 0 dim de F. Or, il se trouve qu'il est inclus dans L, qui lui est égal à l'ensemble 0 dim de E. Nous en déduisons que la dimension de F est nécessairement plus petite que la dimension de E. Donc ceci, c'est la démonstration du premier point. Pour le deuxième point, il s'agit de montrer une équivalence. Le sens indirect est évident. Si F est égal à E, évidemment la dimension de F est égale à dimension de E. C'est bien sûr le sens direct qui est intéressant. Donc pour le sens direct, supposons que nous avons F dans E, et dimension de F égale à dimension de E. Alors nous pouvons prendre une famille génératrice et libre de grand F, donc soit une base petit f1 jusqu'à petit fn, une base de grand F, avec donc petit n qui est égal à la dimension de grand F. En particulier, c'est une famille libre, qui est incluse dans grand E. Donc f1, fn est aussi une famille libre de grand E. Or, n est aussi égal à la dimension de E, puisque nous avons supposé que E et F avaient la même dimension. Donc, le cardinal de cette famille, qui est libre, est égal à la dimension de E. Or, nous savons qu'une famille libre qui a pour cardinal la dimension de E est une base de E. Donc cette famille est une base de E. Alors bien sûr, E est engendré par une de ces bases, donc E est égal à vect de f1 fn, mais comme tous les vecteurs f1 fn sont dans grand F et forment une base de grand F, et bien vect de f1 fn, c'est aussi grand F, ce qui nous prouve ce résultat. Définissons ensuite un nouvel objet, le rang, sur lequel nous allons énormément revenir dans tout ce qui reste d'algèbre linéaire cette année. Donc, si E est un K espace vectoriel, que nous ne supposons pas forcément de dimension finie,
Si n est un entier et x1, xn est une famille de vecteurs de grand E, alors nous appellerons rang de la famille x1, xn la dimension de vecte de x1, xn. C'est donc un entier naturel nécessairement fini, puisque la famille x1, xn est en nombre fini. Donc vecte de x1, xn a une famille génératrice finie. Nous pouvons faire plusieurs remarques concernant ce rang. Tout d'abord, vecte de x1, xn a donc pour famille génératrice x1, xn. Elle admet donc une famille génératrice de n vecteurs. Par conséquent, ce vecte de x1, xn est de dimension finie, et sa dimension est forcément plus petite que le cardinal d'une famille génératrice. Donc, rang de x1, xn est nécessairement toujours plus petit que n. Il est de toute façon assez naturel qu'on ne peut pas créer un espace de dimension 6 par exemple, en prenant une famille génératrice de 4 vecteurs. Deuxième point, si jamais grand E est de dimension finie, alors puisque tous les vecteurs x1, xn sont dans grand E, vecte de x1, xn est un sous-espace vectoriel de grand E. En vertu donc du premier résultat que nous avons démontré dans cette vidéo, rang de x1, xn est nécessairement plus petit que la dimension de E. Donc ces deux points nous donnent deux majorants du rang de x1, xn, deux majorants qui ne sont pas forcément égaux, et nous pouvons donc dire que dans le cas où E est de dimension finie, le rang de x1, xn est plus petit que le minimum entre le nombre de vecteurs de la famille x1, xn et la dimension de grand E. Enfin, une troisième remarque. Dire que la famille x1, xn est libre, cela est équivalent à dire qu'elle forme une base de vecte de x1, xn, puisque par définition, c'est déjà une famille génératrice de vecte de x1, xn. Or, si vecte de x1, xn a une base de n éléments, eh bien cela signifie que sa dimension est égale à n. Or, la dimension de vecte de x1, xn, par définition, c'est le rang de x1, xn. Nous obtenons donc cette équivalence intéressante. Le rang de la famille x1, xn est égal à n, si et seulement si la famille x1, xn est libre. Regardons un exemple simple de calcul de rang, en nous mettant dans l'espace vectoriel grand E égale R5 et en prenant les 5 vecteurs x1, x2, x3, x4 et x5 qui sont là. Calculer le rang de cette famille, cela revient à donner une base de vecte de x1 jusqu'à x5, puisqu'une fois que nous en aurons une base, eh bien nous aurons la dimension de cet espace vectoriel engendré. Donc nous allons faire comme toujours, nous allons calculer vecte de x1 jusqu'à x5 en essayant de repérer, grâce à un pivot de Gauss, quels sont les vecteurs de cette famille qui peuvent être combinaisons linéaires des autres. Je vais, grâce à un pivot de Gauss, faire apparaître des zéros dans la dernière ligne, parce qu'il se trouve que j'en ai déjà un. Et ici, j'ai un coefficient égal à -1 qui sera parfait comme pivot. Je vais donc placer le vecteur x4 en première position et garder ensuite x1, 2, 3 et 5. J'obtiens donc cette famille-là, et maintenant je vais opérer, à proprement parler, mon pivot de Gauss. Donc je vais effectuer les opérations qui suivent. La colonne 1, je vais la garder telle qu'elle est. La colonne 2, je vais lui rajouter 2 fois la colonne 1. La colonne 3, je vais lui rajouter la colonne 1. Et enfin, la colonne 4, je vais lui rajouter 2 fois la colonne 1. Ce qui me donne le résultat suivant. Voici donc la famille de 5 vecteurs que nous obtenons après les 3 opérations annoncées. Dans cette famille, nous remarquons que le 5e vecteur, que je vais noter C5 pour colonne 5, est égal à moins le 3e. Donc nous pouvons le supprimer et la famille de 4 vecteurs qui reste est toujours une famille génératrice. Mais nous remarquons aussi en regardant le 4e vecteur, on peut l'observer, il est égal à la somme du 2e et du 3e vecteur. Donc, étant égal à une combinaison linéaire des autres vecteurs, lui aussi, nous pouvons le supprimer, et la famille génératrice qui reste, est toujours une famille génératrice. Il nous reste 3 vecteurs, mais il n'est toujours pas certain que ces 3 vecteurs forment une famille libre. Nous allons donc continuer notre pivot de Gauss, tout simplement avec une dernière opération pour faire apparaître un coefficient nul à cet endroit-là, de manière à se ramener à une famille échelonnée. Donc nous allons modifier la 3e colonne en la multipliant par 3 et en lui enlevant 2 fois la 2e colonne. Nous obtenons donc cette famille de 3 vecteurs qui maintenant est bien échelonnée. C'est donc une famille libre, c'est donc une base
de vect de x1, xn, de x1, x5, pardon, et donc par conséquent, le rang de le rang de la famille x1, x5 est égal à la dimension de ce vect, c'est-à-dire 3. Le rang de x1, x5 est égal à 3. Donc on remarque une fois encore l'utilité pour nous des familles échelonnées. C'est en nous ramenant à une famille échelonnée par un pivot de Gauss que nous pouvons être sûrs de parvenir à une famille libre et donc à une base. Nous en arrivons maintenant à la partie de cette vidéo concernant les supplémentaires, avec le théorème important suivant. Un théorème d'existence de supplémentaires, attention, au pluriel, car on ne le répétera jamais assez, à part le SEV nul et grand E, qui sont donc les deux SEV triviaux, donc à part ces deux SEV triviaux, les espaces qui ont un supplémentaire en ont toujours une infinité. 0 n'a que E comme supplémentaire, E n'a que 0 comme supplémentaire, sinon les SEV ont toujours une infinité de supplémentaires, il ne faut donc jamais parler du supplémentaire. Nous traiterons un exercice en classe là-dessus pour prouver ce point. C'est un résultat qui n'est pas au programme mais qu'il faut connaître. Donc, pour ce théorème, si grand E est un EV de dimension finie, alors tout SEV de grand E admet un supplémentaire, à comprendre au sens admet au moins un supplémentaire, et donc j'insiste, il en admettra en général plusieurs. La démonstration de ce théorème repose entièrement sur le théorème de la base incomplète. Prenons grand F, un sous-espace vectoriel de E. Pour fixer un peu les choses, nous allons noter petit n la dimension de E. Comme grand F est un SEV de E, nous avons vu qu'il est lui aussi de dimension finie. Nous allons noter petit p sa dimension, et nous savons alors que petit p est plus petit que petit n. Nous allons alors introduire une base F1 Fp, une base de grand F. Et ce que nous savons, c'est que nous pouvons la compléter en une base de grand E. Donc on la complète en une base de grand E, en lui rajoutant petit n moins petit p vecteurs. Cette nouvelle base va donc être de la forme suivante. Nous avons les p vecteurs de la base de grand F et nous lui avons rajouté des vecteurs que je vais nommer G1 jusqu'à G indice n moins p. Je vais alors poser grand G, l'espace vectoriel engendré par tous les vecteurs que j'ai rajoutés à la base de grand F, donc vect de G1 jusqu'à Gn-p. Là aussi, pour que les choses soient un peu plus claires, plus simples à rédiger, je vais donner des noms à ces bases. Je vais appeler grand B la base de F, que j'ai ici, et cette famille-là, je vais la noter grand C, et ce sera donc une base de grand G. Effectuons alors quelques rappels de résultats que nous avons démontrés dans le chapitre sur les familles de vecteurs. Premièrement, donc avec la situation présente, lorsque B est une base de grand F et C est une base de grand G, alors la concaténation de ces deux bases est toujours une famille génératrice de F plus G. Alors d'ailleurs, pour ce résultat, nous n'avons pas besoin que B et C soient des familles libres, il suffit que B et C soient des familles génératrices de F et de G. Deuxième point, si B et C sont des bases de F et de G, ce qui est donc ici le cas, alors F et G sont en somme directe si et seulement si la concaténation de ces deux bases est encore une famille libre. Et si nous réunissons ces deux points, eh bien nous obtenons le troisième point suivant. F et G sont supplémentaires dans E, si et seulement si la concaténation d'une base de F et d'une base de G est une base de E. Or ici, nous sommes exactement dans cette situation, puisque nous avons justement construit la base C pour que la concaténation de B et de C soit une base de E. Ici, la base de E que nous avons obtenue, c'est justement tous les vecteurs de B auxquels nous avons rajouté tous les vecteurs de C. Donc ici, nous avons bien F et G supplémentaires, donc bien sûr, grand F admet un supplémentaire. Il faut noter que cette démonstration nous donne aussi une méthode concrète pour déterminer un supplémentaire de grand F, puisque comme nous savons algorithmiquement compléter une famille libre en une base, eh bien nous avons un algorithme pour déterminer un supplémentaire de grand F. On peut aussi remarquer qu'il y a donc au moins autant de supplémentaires, il y a a priori autant de manières de trouver un supplémentaire de F qu'il y a de manières de compléter une base de F en une base de E. Il y en a donc plusieurs.
Nous reviendrons dessus dans les vidéos suivantes, mais nous pouvons d'ores et déjà remarquer que lorsque f et g sont supplémentaires, en tout cas dans la situation de cette démonstration, nous avons petit p qui est égal à la dimension de f, plus n-p qui est égal à la dimension de g, qui est égal à n, c'est-à-dire égal à la dimension de e. Donc c'est un résultat important sur lequel nous reviendrons en particulier lorsque nous démontrerons la formule de Grassmann dans la prochaine vidéo. Lorsque f et g sont supplémentaires dans un EV de dimension finie, la somme des dimensions du supplémentaire est égale à la dimension de l'EV. Nous allons donc finir par un exemple concret où nous allons mettre en œuvre la méthode de la démonstration précédente pour déterminer un supplémentaire d'un SEV. Ici, dans cet exemple, nous prendrons E égale R4 et grand F, l'espace vectoriel engendré par les deux vecteurs 1, 2, 0, 0 et 1, 0, 0, moins 3. Il suffit de remarquer la chose suivante. Alors, la démonstration nous dit qu'il suffit de pouvoir compléter la base de grand F en une base de grand E. On peut remarquer, c'est peut-être la première chose à dire, que la famille des deux vecteurs qui engendrent grand F est bien une famille libre puisqu'elle est échelonnée, donc c'est bien une base de grand F. C'est le premier point à obtenir. Il est possible sur des exemples qu'on vous donne une famille génératrice de grand F qui ne soit pas une base. Donc la première chose à faire, dans ce cas, ce serait d'éliminer des vecteurs jusqu'à ce que l'on obtienne une base. Sur notre exemple, c'est déjà fait, pas besoin d'aller plus loin, nous avons déjà une base de grand F. Donc l'idée c'est de compléter cette base de grand F en une base de grand E, et nous avons vu, lorsque nous avons parlé du théorème de la base incomplète, qu'il est possible de compléter cette base de grand F en une base de grand E en lui rajoutant des vecteurs de la base canonique. Enfin, depuis nous avons même démontré d'autres résultats. Nous savons que toutes les bases de R4 doivent avoir 4 vecteurs. Il suffit donc de pouvoir rajouter 2 vecteurs à la base de grand F pour obtenir une famille libre, et toute famille libre de 4 vecteurs sera automatiquement une base. Alors ici, très simplement, nous remarquons que si je rajoute dans cet ordre 2 vecteurs de la base canonique, j'obtiens une famille échelonnée, Donc j'ai ici rajouté le premier et le troisième vecteur de la base canonique et je les ai intercalés entre les 2 vecteurs de la base de f. Donc j'en ai rajouté un ici et un là. Et donc on remarque que cette famille est échelonnée. Donc elle est libre. Or elle a 4 vecteurs. Donc c'est une base de R4. Comme dans une base, l'ordre des vecteurs n'a pas d'importance, eh bien vect des 2 vecteurs que j'ai rajoutés est un supplémentaire de grand F. Donc je vais poser G égale vect des 2 vecteurs de la base canonique que j'ai rajouté, donc vect de 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 1, 0. Et nous avons terminé. Alors, F plus entouré G est égal à E. Donc ceci, c'est une méthode très importante, qui n'est pas très compliquée et qu'il faut absolument savoir mettre en œuvre.